À l'écoute. Yokamela. Kusikiliza. Ujiumvwa. Nyosonge tuba mukewa. À l'écoute pour s'informer. À l'écoute pour s'informer. Listening. À l'écoute. Yokamela. Kusikiliza. Ujiumvwa. Nyosonge tuba mukewa. À l'écoute pour s'informer. À l'écoute pour ça. Bon début de semaine à tous, très chers téléspectateurs de A30 Télévision. Vous me suivez à partir de la TNT ou en ligne. Je vous souhaite de très bonnes choses tout au long de ce mois de juin. L'actualité de ce lundi, très chers téléspectateurs de A30 Télévision, est notamment marquée par cette convocation où le ministre de la Justice, Constant Moutamba, de nouveau entendu au parquet près la Cour de cassation pour son audition. Il est accusé où il est accusé de présumer détournement de fonds alloués à la construction de la prison de Kisangani. Au niveau de la sous-région, la 26e conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique d'État de l'Afrique centrale, CEAC, a ordonné le retrait de troupes rwandaises de la République démocratique du Congo. Et jeudi dernier, le président de la République, Félix Tshisekedi, avait reçu le président de l'ECD, Martin Fayulu. Sortir de cette rencontre, l'opposant Martin Fayulu a proposé la création d'un camp de la patrie, notamment pour faire face à l'insécurité et à la guerre d'agression dont est victime la République démocratique du Congo. Faut-il créer un camp de la patrie pour sauver les pays? Cette question, c'est pas moi qui vais la répondre. Cette question, je la pose à Maître Kizito. On a invité Maître Kizito qui est en même temps un acteur politique. Maître Kizito, bonjour. Bonjour Madame Gaëlle. Bienvenue. Bonjour, merci. Bonjour à tous nos téléspectateurs partout où ils se retrouvent. Ça fait un long moment que vous êtes passé ici. Vous n'avez pas pensé à moi. Je suis heureux que ces jours, je me retrouve devant votre plateau afin de scripter l'actualité politique de mon pays. Je viens de passer en revue quelques sujets d'actualité de ce lundi, notamment Maître Rios, aussi cette convocation du ministre de la Justice qui va répondre de nouveau devant le parquet près la Cour de cassation pour cette question des présumés détournements des fonds alloués à la prison de Kisangani. Vous êtes juriste, comment le ministre de la Justice qui est lui-même entendu devant la justice? Oui, le ministre d'État, ministre de la Justice, c'est une personne comme toutes les autres et qu'à ce titre de ministre, il gère les deniers publics de l'État et que en cette même qualité, il peut arriver qu'il puisse sombrer ou tomber dans ligne ou une autre infraction quelconque, ce qui est normal. Et aujourd'hui, il fait l'objet d'une autorisation d'instruction sur un dossier où il est présumé
avoir détourné les fonds alloués à l'indemnisation des victimes de la guerre des 6 jours dans la partie orientale de notre pays, et qu'une partie de ces fonds serait allouée à la construction d'une nouvelle prison dans la province, précisément à Kisangani. Et donc, voilà pourquoi l'Assemblée nationale a autorisé que le procureur général après la Cour de cassation puisse instruire ces dossiers afin de s'assurer qu'effectivement il y a eu détournement ou pas, il y a eu tentative de détournement ou pas, afin voilà, d'élever toutes les options nécessaires, soit l'autorisation sollicitée, cette fois-là l'autorisation de poursuite, ou encore, ou peut-être, bien évidemment, classer les dossiers sans suite et laisser les ministres faire son travail normalement. Maître, présumé détournement, oui, mais quand c'est le ministre de la Justice qui est accusé dans cette affaire, vous ne pensez pas que ça vient encore fragiliser cette justice qui est malade? Voilà, ces mots ressortent encore, puisque ça faisait quelques mois. Vous savez, depuis la nomination de l'actuel gouvernement, voyez-vous, le président de la République n'a cessé, dans toutes ses sorties presque médiatiques, de parler de la justice malade. Mais depuis que le ministre d'État Moutamba a été à ce poste, le président de la République n'a plus parlé de la justice malade. Prenez les interviews, suivez-les, scriptez-les, vous verrez qu'il y a eu une évolution un tout petit peu. Et voilà un dossier qui vient. Ce qui est inquiétant dans ces dossiers, c'est la rapidité. Moi, je vois seulement la rapidité et ça m'étique. La rapidité à quel niveau? La rapidité du traitement de ces dossiers. Parce que le fameux contrat en question, il a, d'après ce qui a été révélé à l'Assemblée nationale par les réquisitoires du procureur général après la Cour de cassation et de la commission qui a été mise en place par l'Assemblée nationale pour statuer quant à c'est que le contrat a été signé au mois d'avril et qu'au mois de mai, les premières opérations bancaires devraient avoir lieu, et c'est au même mois d'année et au même mois que le procureur général a envoyé son réquisitoire à l'Assemblée nationale. Et ce qui m'interpelle par cette rapidité, c'est que si une telle rapidité était réservée au traitement de tous les dossiers de passation de marchés publics, dans tous les ministères, dans toutes les entreprises publiques de l'État, c'est un pas significatif et ça, c'est à encourager. Mais si une telle rapidité est faite parce qu'il s'agit de Moutamba, ça, c'est un recul et c'est une honte. Voyez-vous? Parce qu'il ne faut pas oublier que l'administration a ses caprices que d'aucuns ignorent. Voyez-vous? Et que des erreurs administratives peuvent se commettre à tout moment. Ça, personne ne dira le contraire. Voyez-vous? Mais qu'il faille de temps en temps prendre un peu de temps, un peu de remarques, de reproches, pour faire en sorte que celui qui avait pris une telle direction puisse se rendre compte, mais attention, ici il y a une erreur qui est appelée à être corrigée. Encore que dans ces dossiers, la première ministre a écrit au ministre d'État pour lui demander tous les dossiers administratifs afin de l'analyser. Là où je ne comprends pas, il sait que la première ministre demande les dossiers administratifs dans son entièreté parce qu'il estimait qu'il y avait des reproches là-dedans, qu'il y avait des étapes qui n'étaient pas respectées d'après la correspondance. Notamment le contrat agréé. Oui, mais je n'ai pas compris pourquoi le procureur général est passé vite à la vitesse supérieure jusqu'à solliciter l'autorisation d'instruction à l'Assemblée nationale. Et là, ça m'inquiète parce que ce domaine-là de la gestion des deniers publics, c'est un domaine où, à tout bout de champ, le ministère public peut toujours trouver des petites bêtes et faire mal. Mais
je ne voudrais pas entrer dans les dossiers parce que les dossiers, lorsqu'il est en pleine instruction, il nous est très interdit d'analyser profondément. Mais sur le plan politique, vous voyez ce que ça crée. Parce que là, les ministres, pendant tous ces temps, moralement, il est affecté. Et là, les actions politiques qu'il est appelé à mener en tant que ministre d'État, ministre de la Justice, fragilisé, ça va tituber. Et la justice, c'est qui profite, puisque c'est un secteur très sensible, je dois vous l'avouer, c'est un secteur très sensible, où il y a des gens qui ont vu depuis un certain moment leurs intérêts être bafoués presque, voyez-vous, et qui veulent à tout bout de champ en découdre avec le ministre d'État, ministre de la Justice. Et là, politiquement, c'est là que j'ai trouvé l'Assemblée nationale qui a double rôle à jouer. Moi, je prends le rôle politique, ne devrait pas, à mon humble avis, autoriser l'instruction de ces dossiers. Il devrait se limiter à des considérations purement administratives, faire des observations. Et du moment où la Première ministre a demandé le dossier administratif, attendre la suite de la Première ministre, afin de voir est-ce qu'effectivement il y a eu des tournements. Parce que la commission elle-même dit que l'argent est séquestré à la banque et que cet argent n'a pas encore été affecté ailleurs. Mais pourquoi on partirait vite que ça? Parce que l'Assemblée nationale devait attendre que la ministre finisse d'étudier. La première, oui, parce que les correspondances mises à la disposition du public démontrent effectivement que la Première ministre a demandé au ministre d'État, ministre de la Justice, transmettez-moi tous les dossiers. Et dans cette lettre, d'après elle, elle estime qu'il y a eu des étapes qui ont été escamontées. Voyez-vous? Et donc, à ce titre, il fallait d'abord attendre que les dossiers administratifs soient vidés avec toutes ces remarques possibles, finalement, avant d'envisager l'aspect pénal. Donc, vous pensez que politiquement, on est sauté sur cette occasion pour fragiliser... Politiquement, on n'a pas tenu compte de la République parce que le ministre d'État, le ministre de la Justice, il travaille pour le compte de la République. Et le procureur général pour la Cour de cassation, il joue son rôle pour le compte de la République. Mais la République se trouve à quel moment, à quel virage où elle se retrouve actuellement, avec tous les fronts ouverts. Et ici, je vois les fronts judiciaires par rapport à la guerre de l'Est, voyez-vous, avec tout ce qui se passe, avec toutes ces actions qui sont pendantes, visant toutes ces personnalités qui sont impliquées dans l'agression qui nous est faite, ce n'est pas au ministre d'État, ministre de la Justice qu'on devrait réserver un tel sort, surtout pendant ces virages. Et politiquement, c'est un problème, puisque nous sommes en 2025. La carte qui est en train d'être jouée, non seulement l'adversaire mise sur les temps, mais aussi il freine l'élan du développement, voyez-vous, tout en sachant que la Constitution nous envoie vite en 2028. Voyez-vous, et si toutes les actions ne sont pas menées de manière à permettre à ce que le pays aille de l'avant, c'est nous, le peuple, qui en pâtissons. Parce que sur le plan de développement, nous allons jouer au statico, voyez-vous, et rien de développement ne sera fait. Et c'est ce qui est en train d'être fait maintenant. Malheureusement, politiquement, on ne sait pas voir toutes ces subtilités, ces détails. On vise à ce qu'effectivement, il est là-dedans, il est là-dedans, il est là-dedans. Mais, bon sang. Mais Maître Mac, lorsque vous avez abordé cet aspect politique, mais apparemment, lorsqu'il y a des questions des présumés détournements, les gens viennent juste se plaindre politiquement, soit il faut étouffer l'affaire, soit il faut attendre. Mais alors comment la justice, comment cette justice sera guérie? Comment est-ce que la justice sera indépendante s'il y a toujours ces raisons, ces arguments? Il faut d'abord politiquement attendre, il faut d'abord, c'est pas le bon moment, il faut attendre la Première ministre alors que la personne est présumée. Il doit quand même répondre, le ministre quand même devrait répondre parce que vous avez dit que dans le dossier, il y a des choses, des éléments qui échappent où la procédure n'a pas totalement respecté la norme pour la construction, notamment par rapport à ces fonds. Madame, j'ai dit ce que je parle là, c'est par rapport aux éléments qui nous ont été révélés par la commission chargée d'entendre et le ministre d'État et le procureur général de près
la Cour de cassation. Cette commission nous a révélé des choses. Parce que déjà, à l'étape de la commission, on devrait déjà comprendre que non, le ministre, il a mal fait son travail et il est là-dedans. C'est même excusé, paraît-il, s'est excusé de... Oui, il s'est excusé puisqu'il est galant, c'est la galanterie. Mais c'est pas ça, il n'a pas avoué, il faut avouer. C'est pas une manière pour lui d'avouer qu'il a demandé pardon. Non. Parce qu'effectivement, sur le plan administratif tel que j'ai dit, il y a eu des remarques. Voyez-vous, il y a eu des remarques. Vous voyez, en politique, il y a des choses aussi compliquées. Lui, il demandait l'autorisation à l'autorité approbatrice, et donc la première ministre, qui devrait lui répondre dans les 10 jours. Même si la loi à la matière prévoit dépasser 10 jours, c'est dire que le feu vert est accordé, voyez-vous. Toutes ces étapes dans un gouvernement qui est appelé à travailler dans la collaboration, ça crée toujours des petites frustrations, voyez-vous, là-dessus. C'est dire que le contexte lui-même, avant de présenter les excuses, comme la commission l'a révélé, il revient sur le contour de sa nomination. Le contexte tel qu'il est présenté, madame, c'est un contexte le plus difficile de l'histoire politique de notre pays, parce que il fallait s'attaquer là où on ne s'est jamais attaqué depuis des années, dans le secteur de la justice. Je suis un acteur de la justice, j'en connais quelque chose en fait. Voyez-vous, le mal était profond, ou bien le mal est profond, parce que jusqu'à présent, après les états généraux de la justice, toutes les résolutions ne sont pas encore appliquées. C'est dire que, même si les gens semblent un peu se réserver, mais la maladie, elle est là. Les esquisses, c'est faire constater effectivement qu'il y a eu des remarques. Quand on dit ici que les comptes bancaires de la société qui a gagné le marché, c'est à la BCC. Voyez-vous? BCDC plutôt. Et que l'argent aurait été, voyez-vous, transféré dans le compte de la société ouvert un jour avant chez Raobank. C'est vrai qu'en expliquant, il dit effectivement, si on n'avait pas ouvert ces comptes ici pour verser l'argent, le fait de transférer dans une autre banque, ça nous aurait pris au moins une affaire de 300 000 $. Les frais administratifs et les frais de transfert de ces montants-là. Voyez-vous? C'est dire que quand ça passe dans l'opinion, ça saute aussi. On peut dire directement il y a tentative au fait. Voilà. Alors que les explications qui sont données ne donnent même pas lieu à penser à cela. C'est tout simplement le fait d'éviter qu'on ait dépensé beaucoup d'argent alors que ce qu'on est appelé à faire nous coûte énormément des millions de $. Quoi de plus normal qu'il présente ses esquisses parce que c'est l'argent de l'État. Il peut les faire comme tous les autres. Ça part, la banque prend 300 000 $ et puis ça passe. Et donc, c'est cela l'essence des esquisses du ministre. Mais, que cela n'en déplaise, les dossiers sont déjà en instruction. Parce que l'autorisation a été accordée. Nous attendons que les parquets nous disent que les ministres, effectivement, après l'instruction, il y a eu soit détournement, soit tentative de détournement, et l'essor qui est réservé, c'est que le dossier sera fixé. Lorsque le dossier sera fixé devant son juge compétent, les audiences sont publiques. Parce qu'ici, l'instruction est secrète. On ne sait pas les genres de questions qui lui sont posées là où il part. On les saura lorsque l'affaire sera fixée. Si effectivement, le parquet général jugeait bon de continuer avec cette action-là. À ce moment-là, on aura des reproches à faire au ministre si effectivement il est là-dedans. Mais c'est seulement sur le plan politique que j'ai estimé et que la rapidité avec laquelle ces dossiers a été diligenté prouve à suffisance qu'il y a quand même une main noire quelque part. Et cette pratique de main noire doit être découragée. Si on ne décourage pas cette pratique, c'est que c'est dangereux pour la République démocratique du Congo. Mais il y a certaines personnes qui disent qu'à cette étape d'instruction, le ministre par élégance devait quand même démissionner parce que... Non, la démission c'est un acte volontaire. Il peut ou ne pas. Mais par élégance. Non, c'est ce que j'ai dit, mais il estime que la charge, vous savez,
Quand nous sommes un pays de plusieurs millions, de plus de 100 millions d'habitants, lorsque vous arrivez à ce niveau-là, il faut savoir gérer les fardeaux, la charge qu'on a. Dire que démissionner, c'est facile de le dire. Mais est-ce qu'on entre dans la peau de la personne elle-même, la concernée, son dévouement pour la patrie, sa vocation, son attachement, voyez-vous, est-ce qu'on entre dans sa peau pour dire effectivement qu'il peut lâcher à tout bout de champ? Voyez-vous, et c'est pas facile. Je vous dis bien, c'est pas facile parce que cet argent même là, lorsqu'on dit que c'est l'argent qui vient des Frivao, mais les gens oublient, il y a encore un détail là important. L'argent ne sort pas du compte des Frivao. L'argent, c'est vrai, lorsque l'argent vient, ça entre dans le compte des Frivao, mais il y a un pourcentage qui revient au ministère de la Justice. Et c'est là, à l'époque, avant que même ces ministres, des ministres Moutambane soient nommés, qu'un compte du ministère a été ouvert à la banque pour gérer ces fonds-là. Et maintenant, la question, c'est savoir que l'argent qui est entré à l'époque pour le compte du ministère, qu'est-ce que les ministres passés faisaient avec? C'est là qu'on devrait commencer. Lui, ici, Moutambane, lui, au moins, il arrive, il dit, il y a l'argent qui revient au ministère, mais on ne sait pas ce que j'ai fait avec. Mais je constate que je peux construire une prison pour le compte de la République. On dit qu'il y a des tournements, c'est l'argent destiné à autre. C'est pourquoi j'ai dit, si le parquet estime qu'il faut fixer les dossiers, on verra. D'abord, techniquement parlant, sur le plan des droits, est-ce que cet argent, un pourcentage qui est reconnu au ministère, voyez-vous, on peut toujours parler de détournement au moment où cet argent, c'est le ministère qui l'affecte. Voyez-vous, pour le compte d'ailleurs de la République, à une œuvre pour l'intérêt supérieur de la nation. Ça, c'est un débat qu'on en aura le moment venu. Mais on ne peut pas tout de suite là sauter, escamoter, aller vite, avec pour tendance de les discréditer dans l'opinion, alors que il n'y a que des soupçons. Des soupçons, espérons que nous serons fixés, peut-être aujourd'hui, ça peut être peut-être les derniers rendez-vous, afin que le ministère public puisse, c'est lui qui instruit, faire son rapport à son chef, et celui-là, il verra dans quelle mesure il va se comporter. Parce que cette fois-là, il faut saisir le gouvernement pour dire effectivement les faits sont patents, et puis saisir la juridiction compétente, et que si tel n'est pas le cas, comme je le souhaite, qu'on classe les dossiers sans suite. Si on estime que sur le plan administratif, les choses ont été mal faites, qu'on annule les contrats. Mais c'est simple, puisque l'argent est là, l'argent rentre dans les comptes du ministère de la Justice. Et alors, et qu'on dise ce qu'on va faire de cet argent-là, soit c'est l'argent qui va rester pour produire des intérêts, ou pour payer je ne sais pas qui, ou pour faire je ne sais pas quoi. Peut-être celui qui viendra après, il pourra travailler avec cet argent-là. Alors, si le dossier, après l'instruction des dossiers, est envoyé devant les tribunaux, oui, si ça va encore fragiliser le ministre là maintenant? Non, ça ne va pas. Il ne sera pas fragilisé. À ce moment-là, il n'a qu'à préparer ses moyens de droit, s'entendre avec son collectif d'avocats, puisque là, ça sera un procès public et judiciaire. Ça sera une première fois, un ministre? Ça sera une première fois depuis que nous sommes nés. Parce qu'avant nous, bien sûr, nous avons entendu à l'époque, à part de Kengo Andondo, il y avait encore un ministre qui avait été auditionné comme ça, alors qu'il était encore en fonction. Mais au moins, de notre époque, c'est la première expérience que nous sommes en train de vivre avec Constant Moutamba. Et un mot à la fin par rapport à ce sujet? Non, ce que j'ai dit, c'est sur le plan politique. L'Union sacrée doit ouvrir l'œil, elle est bonne. Parce que les actions politiques ont pour objectif soit faire triompher les régimes et en conséquence l'État, soit faire discréditer les régimes et en conséquence ne pas atteindre les objectifs. Et cette conséquence-là impacte
toute la nation, on sait que ce que le peuple devrait bénéficier par rapport à ce temps-là, il en sera déficitaire. Voyez-vous? Et là, ce sont des années qui passent. C'est pourquoi nous n'avons pas encore les autoroutes dans notre pays. Des choses élémentaires qu'on devrait avoir depuis. Nous n'avons pas assez d'infrastructures. Des choses élémentaires qu'on devrait avoir. Pourquoi nous n'en avons pas? C'est à cause de ces choses. Le courage politique, c'est quelque chose d'exceptionnel qu'il faut avoir pour travailler et ouvrir la voie à la nation. Malheureusement, il y a toujours des coqs en jambes. Et là, vous verrez que c'est comme on fait des surplaces. Voyez-vous, c'est difficile de construire de nouvelles routes. C'est difficile de construire, en fait. Regardez comment on trouve des embouteillages. Parce que les anciennes avenues sont fermées. On ne sait pas ouvrir d'autres avenues. On ne sait pas agrandir. Nous sommes là. Et pourtant, chaque année, on parle d'un billet qui monte. Qu'est-ce qu'on fait avec? Est-ce que tout cet argent sert seulement au paiement des fonctionnaires de l'État? Et qu'est-ce que nous en faisons après? Et donc, je disais que l'union sacrée sur le plan politique doit ouvrir l'œil. Elle est bonne. Il y a des choses qui ne doivent pas à tout moment. Parce que quand je vois le procureur général écrire ou envoyer son réquisitoire à l'Assemblée nationale, politiquement, il a des béquilles quelque part. Voyez-vous? Oui. Contre les ministres d'État, il a des béquilles quelque part. Et c'est là, c'est toujours quelque part, il y a toujours un ou deux qui pensent qu'ils font bien les choses. Mais en réalité, ils ne font pas bien pour les comptes et de la grande famille politique et pour l'État. C'est ainsi, vous verrez, lorsque le procès 100 jours a commencé, voyez-vous, et ça fait ce que ça fait dans l'opinion, mais est-ce que l'État a gagné quelque chose? À la limite, on a freiné tout un projet qui était porteur d'espoir. On a fragilisé tous les animateurs et c'est fini. C'est toujours comme ça que ça marche dans notre pays. Généralement, on bloque les grands projets, on bloque, pensant peut-être jeter les autres au discrédit, à la vindicte populaire. Mais ce qui devrait réellement être fait ne l'est pas. Des maisons préfabriqués qu'on devrait avoir, on n'en a pas, tout est bloqué, les routes, beaucoup de choses. Et donc, je ne voudrais pas qu'on retombe encore sur ces mêmes erreurs. Il y a lieu de faire autrement. On peut constater en interne, ici à Mal, si vous estimez que la tête des ministres ne permet plus qu'il soit là, vous l'invincez, vous les sortez de là, prenez quelqu'un d'autre. L'essentiel que la machine évolue parce que l'intérêt public de l'État est supérieur que toute autre chose. L'intérêt public de l'État est supérieur contre toute autre chose. On a vu Martin Fayulu au Palais de la Nation. En visite, il a été reçu par le président de la République, Martin Fayulu. On sait qu'il s'est toujours opposé du président Tshisekedi. Il a toujours réclamé la vérité des urnes des élections de 2018. En 2023, il a aussi décrié, il a crié à la tricherie de ces élections de 2023. Aujourd'hui, Martin Fayulu se voit avec Félix Tshisekedi pour parler Congo parce que le pays risque une balkanisation, selon son discours du lundi passé. Lorsque vous avez vu ces deux personnalités, qu'est-ce que vous avez pensé? Qu'est-ce qui a traversé dans votre esprit? Non, j'ai tout de suite compris que Martin Fayulu a compris et qu'il a essayé d'évoluer. Parce que lorsqu'on parle de la vérité des urnes, à ce moment, ça ne concerne plus l'État. Ça, c'est un combat individuel. On estime que j'avais gagné et que quelqu'un d'autre a pris les postes et je dois tout faire pour l'invaincre de là. Là, le peuple ne gagne rien. Ça, c'est la politique de « oh, toi de là que je m'y mette ». Par contre, lorsqu'on est opposant on n'est pas opposant à X, Y parce que sa tête ne te plaît pas. On est opposant lorsqu'on estime que le projet, l'action gouvernementale ne correspond pas à apporter
les solutions aux problèmes de la nation. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On propose autre chose, on dit, voilà, si vous allez en application de votre programme, voici ce qui va arriver. Les conséquences, c'est que vous n'allez pas aboutir à ceci ou à cela. Mais ce que moi je propose peut faire aboutir à quelque chose. Voilà, lorsqu'on est devant des idées controversées, et le peuple peut regarder et dire, c'est lui qui nous mène dans ces bateaux, les bateaux vont chavirer. Et par contre, si nous prenons les bateaux qui est scotché quelque part, voyez-vous, nous pouvons arriver à bon port. Ce qui n'a toujours jamais été le cas dans notre pays. On est opposant sur le plan individuel. Je ne veux pas de Tshisekedi, je veux de Martin, je ne veux pas de Kamere, je veux de celui-là. Et donc, tout ça, ça n'a rien à voir. C'est comme un pays de bonobos, des analphabètes en fait. Alors que nous sommes une nation de cadres, des gens qui ont étudié et qui ont suffisamment étudié. Et aujourd'hui, Martin Fayulu a compris. Le pays fait face à une menace de balkanisation qui ne date pas d'aujourd'hui. Lumumba, avant sa mort, avait compris et palpé du doigt tous nos arrière-grands-parents. Ils ont senti cette menace-là de la balkanisation. Et aujourd'hui, lorsque vous voyez, depuis 2022, je dis bien depuis 2022, aujourd'hui nous sommes en 2025, ça fait presque 3 ans que nous sommes occupés en fait par l'armée rwandaise. Et des grandes provinces sont presque prises par ces rebelles en complicité avec quelques Congolais qui sont avec eux à l'est de la République. Et donc, toute la classe politique, je dis bien, toute la classe politique, société civile, majorité, opposition dans sa diversité, et ceux qui sont opposés sur le plan individuel, et ceux qui sont opposés sur le plan des idées, ils doivent faire bloc derrière le président de la République pour parler le même langage. Parce que si nous perdons la République démocratique du Congo, je ne sais pas ce que les opposants feraient pendant ce temps-là. Vous allez parler au nom de quel pays? Voyez-vous? Et donc Martin a compris, il dit, président de la République, je suis là, voici ce que je propose. Les camps de la patrie, c'est bien beau. Une idée de faire en sorte que ceux qui traînent les pas, les Délices Sanga et les autres, qu'ils viennent autour du chef de l'État pour ne discuter que sur la question relative à la sécurité de notre pays. Et à ce moment-là, pour pointer du doigt aux complices, à ceux qui prêtent les béquilles à l'armée rwandaise, de venir tuer, massacrer, piller sur notre étendue territoriale. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut féliciter le courage de Martin Fayulu de le faire. Et il revient aux autres, à ceux qui traînent les pas, de suivre ce chemin-là, parce que l'unité nationale vaut plus que toute autre chose. Et c'est maintenant. Il ne faut pas attendre qu'on puisse vivre la même réalité que le Soudan, voyez-vous, pour finalement se réveiller de son sommeil. Non, le plan de la balkanisation ne commence pas d'aujourd'hui. D'ailleurs, là, et comme j'essaie de voir les acteurs majeurs qui prêtent les béquilles, qui ont du mal à parler de la présence de l'armée rwandaise dans notre pays, c'est très dangereux. Et c'est très grave. Il faut poursuivre toutes ces personnes-là. C'est là que je ne comprends pas pourquoi pendant cette même période, il y a une action contre les ministres de la Justice. Moi, je ne comprends pas en fait. Parce que si on ne traque pas toutes ces personnes-là et qu'on n'arrive pas à les mettre et à les maîtriser, à les mettre hors d'état de nuire, c'est que c'est compliqué. Le malheur peut arriver à tout moment. Voyez-vous, pendant que nous sommes avec vous sur ces plateaux, nos compatriotes de l'Est, il y en a qui sont dans des bourses. Voyez-vous, il y en a qui meurent, qui tombent comme ça, comme des chenilles. Donc, il y en a qui ne savent plus. De la patrie, je soutiens à 100% les camps de la patrie et j'appelle aux autres de rejoindre, je ne sais pas, la réaction que le président de la République va réserver à cet appel de Martin Fayulu. Donc, je suis sûr qu'il va suivre les pas et que les autres, toutes les forces vives de la République, comme partout ailleurs, c'est quand même bizarre. En France, aux États-Unis, pendant une telle période, toutes les classes politiques sont derrière les institutions établies pour se battre bec et ongle afin de libérer la République. Mais ici, des opposants, d'abord, la majorité accuse que
c'est Félix Tshisekedi. D'abord, celui, le problème, et c'est un problème qu'il faut vite, d'abord, si lui, comme c'est d'abord lui le problème, c'est... Il faut d'abord qu'il dise si lui est le problème. C'est quoi le problème? Tshisekedi a fait quoi? Lorsqu'ils ont commencé la guerre à l'Est, lorsque l'armée rwandaise est entrée, lorsqu'ils sont en train de conquérir des villes et des territoires, ils viennent avec quel discours contre Tshisekedi? Tshisekedi a fait quoi concrètement? Voyez-vous? Ils disent quoi en fait? Nous voulons entendre les discours qu'ils amènent. Ils viennent avec quel discours? Tshisekedi a fait quoi? Parce que Tshisekedi a été élu en 2023. On a décrié des élections bâclées. Mais qui a décrit, qui a décrit les élections bâclées? Parce que même Martin Fayulu lui-même, il n'a pas pris les armes, il n'est pas parti à l'est de la République. Il n'est pas parti au Rwanda amener l'armée rwandaise. Voyez-vous? Et maintenant, c'est qui, en réalité? Tous ceux qui ont pris part à ce processus électoral, ils ont soit reconnu la victoire de Félix Tshisekedi, ou pour ceux qui n'ont pas voulu prendre part au processus, ils sont restés dans leur maison. Alors, qu'est-ce que Tshisekedi a fait? S'ils ont un discours, une raison quelconque qu'ils le disent, et il ne suffit pas de dire, il faut encore que le peuple adhère à leur dire. Apparemment, il y a un dit, on a vu, je ne sais pas si on doit continuer à citer les noms, du prédécesseur du chef de l'État dans sa sortie médiatique, il a même dit qu'il y avait un deal entre les deux. Et apparemment, c'est comme si c'était un problème. Le problème se situe au niveau du deal entre les deux personnalités. Et maintenant, si, quand vous les appelez des personnalités, il y a un deal, c'est-à-dire nous là, nous peuple, nous sommes devenus un otage de deux personnes qui discutent dans leur chambre de quelque chose, vrai ou faux, pour qu'on prenne toute la nation en otage. Parce que l'un n'a pas voulu suivre les clauses de ces deals-là, il faut que celui-là aille prendre l'armée rwandaise et vienne commencer la guerre pour tuer les Congolais. Les Congolais qui meurent là, ont-ils pris part à ces deals? Ceux qui voient leurs activités économiques tomber en péril, ont-ils pris part à ces deals? Voilà. Si vous estimez que vous avez un problème avec l'individu de Tshisekedi, réglez-le avec Tshisekedi, laissez l'État tranquille. Laissez les Congolais tranquilles. Vous pensez que le problème actuel, ce sont des personnes qui ont des problèmes individuels avec le président Tshisekedi qui veulent emballer le Congo, les Congolais? En effet, c'est cela la question. Vous avez dit qu'il semble qu'il y avait un deal. S'il y a un deal entre deux personnes, qu'il règle ce deal entre les deux. Vous ne savez pas combien de millions et de millions de milliards de dollars qui vont là-bas à l'Est. Cet argent-là serait destiné à autre chose. Nous sommes un pays où le taux de chômage, et je peux dire même, il est presque à 100%. Je connais des coins, des villages et des villages, où des gens qui sont nés, grandis, vieillis, et jusqu'à leur dernier jour, ils n'ont jamais su comment on travaille dans un petit bureau quelconque. Dans ce pays. Ils n'ont jamais vu les courants électriques ici. L'eau de la régie des eaux. Non. Je m'excuse. Ils vont à la source puiser de l'eau non traitée. Ils se chauffent de feu le matin. Et ça se termine. Quand est-ce qu'on va penser du développement? Voyez-vous que c'est cela l'injustice sociale. Lorsqu'on se retrouve une frange des populations à Kinshasa, dans un petit confort, vous voyez, nous sommes dans un bureau climatisé, c'est confortable. Mais c'est de notre génération qui sont à Chipakula, qui sont à Bayakayonga, qui sont partout. D'abord, ils étudient dans quelles conditions d'abord. Donc cet argent servirait à la construction des hôpitaux, à la création des services, de l'emploi, pour permettre à ce que chacun puisse trouver son sourire, parce que nous sommes tous des citoyens congolais. Et donc, ceux qui prennent les armes, qui freinent l'élan de développement, ce sont des gens qu'il faut pendre. Parce que
Dieu n'a pas créé le monde pour que le monde, surtout les Congolais, vivent ce que nous sommes en train de vivre. Il n'y a que des méchants qui le font et pendant ce temps, ils ont déjà réussi à prendre leurs enfants, leurs familles, ils les ont mis à l'abri. Et comme sont des géants, ils disent, nous allons maintenant nous attaquer aux plus faibles. Non! Que Dieu intervienne pour que ceux qui sont considérés aujourd'hui comme des faibles deviennent forts et que ceux qui sont considérés comme des hommes forts deviennent faibles. Ça, c'est la loi de la nature qui va les régler. Mais Martin Fayulu, parce que maintenant nous arrivons à la fin, il a dit Martin Fayulu qui a proposé au chef de l'État de rencontrer les évêques de la Senko et de l'ECC notamment. Je pense que c'est notamment par rapport à leur schéma. Vous pensez que le président de la République devait les faire? Parce qu'ils sont dans ces schémas du pacte social pour la paix, ils ont rencontré parce que des acteurs qui soient de l'opposition, ceux qui sont dans la rébellion, même le pays agresseur. Je ne suis pas contre que le président de la République rencontre les évêques, les CC. Je suis pour, ils sont des Congolais. Mais dans cette matière, il faut que le président de la République puisse recevoir, rencontrer toute la société civile, toutes les confessions religieuses, sans exclusion aucune. Parce que l'Église catholique que vous voyez là est habituée à la politique en fait. Vous voyez? Elle prend part active à la politique. Et depuis des années, lorsque les gens n'étaient pas encore éveillés à comprendre les dessous des cartes, il y a eu tout ce qui s'est passé dans ces pays. Il suffit qu'un régime soit d'accord, se mette d'accord avec l'Église catholique, vous verrez qu'il va faire longtemps possible. Et les intérêts qui sont là-dedans, c'est comme vous avez entendu parler des écoles fictives. Lorsqu'on a parlé de la gratuité de l'enseignement, vous avez senti comment l'Église catholique est montée au créneau pour condamner tout ça. Il y a beaucoup de choses là-dedans qu'on a découvert par après. Mais moi, j'estime, vous voyez, quand on a commencé à parler que le régime est en train de tuer les soiliphones et tout ça, qui sont les premiers à tenir ces discours? C'est l'Église catholique, c'est la Senko. Et tout de suite, ce discours a été récupéré par les acteurs politiques. Voyez-vous? Et donc, si on ne tire pas attention, c'est pourquoi sur le plan politique, il faut toujours l'anticipation. Moi, je demande au président de la République de prendre les propositions de Martin Fayulu, de bien les analyser et de voir ce qui est bon. Et quant au Senko et CC, il faut élargir à toutes les confessions religieuses et étudier bien la problématique. Et c'est laquelle... Ceux qui prennent les armes, qui sont-ils? Il y a Nanga. Qui est-il, Nanga? Ancien président de la CENI. Voyez-vous, avant qu'il ne soit président de la CENI, il était qui? Société civile. Il faisait quoi? Qu'est-ce que Nanga représentait? Voyez-vous? Et aujourd'hui, ce qu'il devient, c'est cela. C'est cela le problème. Et là, moi, je responsabilise plus le gouvernement. Le gouvernement doit être à même... par une action, une seule action, neutraliser toutes ces personnes. Je regrette fort que jusqu'à présent c'est difficile. Bon, et c'est là. Et donc si le gouvernement n'est pas à même de déloger toutes ces personnes qui sont à Goma, Bukavu, militairement parlant, que le gouvernement démissionne et comprenne les autres personnes qui peuvent à même mener des actions concrètes et renverser la thèse. Ben, quand de la patrie, vous pensez que ça va aboutir à un gouvernement? Parce que généralement, quand il faut que les forces vivent ces bêtes ensemble, il y a toujours, au final, un gouvernement. On sait que si il y a un gouvernement qui réunissait Martin Fayulu, les opposants, la société civile, y compris ceux de la majorité, vous pensez que la guerre va finir? Bon, la guerre, finir, la guerre, oui ou non, mais je pense que, parce que même la sortie du gouvernement, on connaît comment ça nous prend du temps. Il y a la géostratégie là-dedans. Il y a les leaders eux-mêmes qui veulent rester derrière en envoyant leurs pions. Lorsque les pions ne respectent pas telle règle, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Moi, ce que je demande à ce jour, c'est la conscience collective. Qu'il y ait un nouveau gouvernement ou qu'il n'y ait pas un nouveau gouvernement, il faut que ceux qui travaillent pour l'État se rendent compte qu'ils sont à même, chacun dans son secteur,
de ramener quelqu'un. Lorsqu'on sait que je suis ministre de la Défense et que je regarde sur toutes les stratégies mises en place et que je ne sais pas accéder, il faut le dire et demander au président de la République, il y a ça, il y a ça. Si on ne fait pas ça, et tant qu'il y a quelque chose à faire et qu'on ne sait pas le faire, et qu'on continue à être toujours là sur les mêmes postes, il y a un problème. Les gens doivent avoir la culture de démissionner. Puis lorsqu'on démissionne pour quelque chose, c'est lui qui va venir. S'il ne sait pas renverser la thèse, voyez-vous qu'il démissionne lui aussi. C'est cela la pratique qui est importante, puisqu'il faut des actions. Les années passent, des millions sont jetés, les Congolais grandissent sous la misère. Et cette misère, c'est une grande bombe qui va éclater dans les années à venir. Vous voyez aujourd'hui l'insécurité qu'il y a à Kinshasa, tout ce que vous voyez comme des bradages, des braquages, gauche, droite et tout qu'on sort. Et c'est quoi? C'est la frustration sociale. Il y a des gens qui estiment qu'eux, ils n'ont rien. L'État ne leur offre rien pour manger, pour boire, pour se prendre en charge. Et l'unique chose à faire, c'est quoi? C'est identifier ce qu'eux pensent vivre mieux pour soit les tuer, les abattre, ravir leurs biens. Ça, c'est de la responsabilité de l'État. Voyez? Très chers téléspectateurs de la Tranche Télévision, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je recevais sur ce plateau Maître Kizito Ngoyi, acteur politique. Vous avez suivi, il a donné son point de vue sur la situation actuelle du pays, notamment ce camp de la patrie proposé par Martin Fayulu, mais aussi sur cette audition du ministre de la Justice, Constant Moutamba, au parquet général près la Cour de cassation. Quant à moi, je vous dis merci. On se retrouve très prochainement. Listening. À l'écoute. Yo Kamela. Kusikiliza. Ujiumvwa. Nyosonge tuba mukewa. À l'écoute pour s'informer.